Bonjour, merci d'être avec nous cet après-midi, ce tout début d'après-midi. Je propose que, juste pour que vous repériez qui est qui, puisqu'elles ont été présentées mais un peu dans le désordre, chacune redise et son nom et le spectacle, ou pas d'ailleurs. Mais on peut commencer par Barbara. Donc Barbara Mété-Chastagnier, autrice et dramaturge, et donc pas de spectacle. Moi, je suis Elsa Droguer, je suis comédienne. J'ai écrit et je joue 37 heures. Julie Benegmos, metteur en scène de la compagnie Libre-Cours. Et on vient de créer Strip, qui joue au WET voilà, en ce moment. Et je m'appelle Anna Maria Haddad Zavadinac et j'ai mis en scène Beauté fatale. Merci. Alors, nous nous sommes vus un petit peu en amont, on n'a pas vraiment préparé, mais on a dit qu'on partait du titre qui a été donné à cette table ronde. Donc, théâtre et engagement, quelque chose comme ça. Et le théâtre des femmes est-il par essence politique? Alors, j'ai senti que Barbara avait des choses à dire, moi aussi, mais je lui passe la parole tout de suite. Vas-y. Merci. Non, mais c'est vrai que quand j'ai reçu l'intitulé de la table ronde, il a tout de suite évoqué des choses en moi. Je me suis dit, bon, vous avez 4 heures, c'est parti. À la fois, réponse de Normande, oui et non. Alors, oui, le théâtre des femmes est-il par essence politique, dans le sens où Irène le démontre de manière très implacable, à la fois dans son rapport et puis dans Exploser le plafond, l'invisibilisation des femmes artistes, des femmes comédiennes, autrices, et la standardisation des imaginaires qui sont accolés aussi bien aux interprètes qu'aux metteuses en scène, aux chorégraphes, etc., témoignent du fait que défendre la création des femmes, c'est essentiel, et donc c'est en un sens politique, puisque c'est réparer en un sens une invisibilisation construite depuis des siècles, et en même temps non. Pourquoi ? Je me suis dit, en lisant l'intitulé, j'aimerais bien peut-être partir de qu'est-ce qu'il y a derrière cette question. Donc je me suis dit, si c'était le négatif de le théâtre des femmes est-il par essence politique, est-ce que le théâtre des hommes est par essence patriarcal, oppressif, colonial, homophobe, transphobe, etc., etc. Je trouve que c'est un bon point de départ, en fait, de se dire finalement, est-ce que c'est pas dans ce sens-là qu'on peut l'imaginer, parce que ce qui est toujours délicat dès lors qu'il est question des femmes, c'est qu'on a l'impression que c'est un petit bac à sable dans lequel on peut jouer joyeusement et que finalement ça n'intéresse que les femmes entre elles qui vont parler de choses de femmes. Donc on va parler de toutes les problématiques qui nous aliènent, des effets de destruction, et puis on va être vraiment ensemble solidaires dans cette colère. Mais ce qu'on ne dit pas dans ces cas-là, c'est qu'en fait ce bac à sable, il a été construit, il est entretenu, il est fabriqué à dessein, et qu'en fait il témoigne de rapports d'oppression, de domination, de relégation qui sont à l'œuvre en fait. Et donc c'est un peu ça moi qui m'intéressait, et je me suis dit peut-être qu'on pourrait regarder comment il est construit ce bac à sable, qui l'a organisé, qui fait en sorte de l'entretenir, et qui creuse gentiment le fossé pour faire en sorte que la création des dites femmes reste cantonnée à ce bac à sable. Voilà. Merci. Moi, je voudrais juste dire 2 choses et puis faire circuler si vous avez aussi envie de réagir. Je pense que c'est sûr que le théâtre majoritaire qui est fait... Alors, je parle beaucoup en généralité. Il faut savoir que dans toute généralité, il y a des exceptions, on les garde en mémoire. Donc, le théâtre majoritaire, qui est fait par des hommes blancs, cultivés, issus d'un milieu social convenable, est un théâtre politique. Tout théâtre est politique, parce que tout théâtre parle de la cité et s'inscrit dans la cité, et a un effet sur la cité, puisque le théâtre propose des représentations. Et en France, je dirais qu'il est plus particulièrement politique, puisque c'est un art d'État, parce que le théâtre est financé par la puissance publique, l'État et maintenant beaucoup les collectivités territoriales. Il y a des choix qui sont faits, pas par n'importe qui. La profession contribue à faire ces choix. Donc, le théâtre en France est politique. Le théâtre des femmes est assigné,
et le titre comporte ce mot par essence, donc ce qui permet de reléguer, d'assigner les femmes à une essence féminine, dont on sait très bien que le féminin est également partagé entre les hommes et les femmes, même si c'est difficile de se l'avouer pour certains. Voilà ce que moi j'avais à dire sur ce titre. Mais vous voulez réagir sur cette question-là. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois, mais voilà. Je crois que les 3 spectacles, donc c'est des spectacles qu'on pourrait catégoriser comme politiques. Enfin, je sais pas, peut-être. Bon, en tout cas, pour Beauté fatale, donc on parle clairement d'un phénomène de société qui est l'injonction à la beauté faite aux femmes. Donc clairement, il y a un engagement politique. Cette chose de bac à sable, c'est vrai que du coup, en t'entendant, Barbara, je me pose la question, est-ce que si j'avais mis en scène n'importe quoi, une pièce classique, est-ce que j'aurais eu le soutien que j'ai eu pour monter ce spectacle ? Est-ce que j'aurais eu autant de gens derrière moi à me dire genre c'est bien, ça parle aux gens, c'est bien. C'est pas pour dire qu'il faut pas justement traiter de ces questions et en tant que femme prendre cette place-là pour parler de ces choses-là qui sont dont il faut parler. Mais oui, effectivement, je sais pas si j'aurais eu autant de place si je parlais pas justement de nos histoires de femmes. Je suis complètement d'accord avec toi sur... il y a le théâtre des femmes et il y a le sujet qu'on aborde qui, en l'occurrence, en ce qui nous concerne, traite de problématiques extrêmement vécues par des femmes. Donc, sur nos projets... oui, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je le vois, cette phrase... en fait, c'est un peu bien malgré moi, en fait. Enfin, le terme politique, dans la phrase, c'est comme un obstacle. Est-il par essence politique ? Je l'entends comme, doit-on se confronter politiquement ? Voilà, c'est ce que j'entends, moi. Comme si c'était un mur en face, en fait. Voilà, le politique... c'est ce que j'entends dans cette phrase, dans l'acte de création. Et même, est-ce que si ce bac à sable n'existait pas, est-ce que moi-même, j'aurais pas eu envie de créer un autre spectacle ? Est-ce que je me serais dit, tiens, je vais monter un spectacle sur l'injonction à la beauté faite aux femmes ? Je sais pas, peut-être que j'aurais eu une autre manière de réfléchir à la création et que mes envies de créatrice seraient autres si ce bac à sable il n'existait pas aussi. Moi, en fait, je crois que ce qui est étonnant pour moi, en fait, dans cette discussion, c'est que je crois que j'ai jamais conscientisé le mot politique dans ce que je faisais. En fait, je crois que par exemple, pour Strip, c'est parti d'une expérience aussi personnelle, et du coup, je crois que j'avais... c'était un besoin de dire des choses qui est venu de quelque chose de profond. Et c'est en fait aujourd'hui, maintenant, je me dis, bah oui, en fait, c'est aussi politique parce que de toute façon, les femmes dans cette société sont mises à une place. Et en fait, le système de domination, il existe de toute façon dans tous les milieux. Et du coup, qu'on parle du striptease, qu'on parle tous les sujets, je veux dire, qu'on aborde, finalement, c'est vrai, finissent par être politiques quelque part, puisque toute la société est régie par un système qui, j'ai l'impression, fonctionne en fait en nous mettant à certaines places. Et après, ce qui est, c'est marrant parce que moi, il y a un truc quand même dans le mot politique qui me dérange par rapport à... Je veux pas catégoriser les œuvres que je fais comme étant des œuvres politiques, en fait.
j'ai envie que ce soit des œuvres humanistes, je crois. Enfin, en tout cas, ce mot-là, il me parle plus que le mot politique, mais j'arrive pas exactement à vous expliquer pourquoi. Je crois qu'il y a une scission un peu, j'ai l'impression qu'il y a une scission un peu entre ce qui est de l'ordre de l'art et ce qui est de l'ordre du politique. Et donc, si on fait du théâtre politique, donc c'est un peu moins bien quand même que juste l'art pour l'art et l'art pour la beauté de l'art et pour voilà, le génie de l'art. Nous, on est dans le politique, on est là à faire genre gna gna gna. C'est moins noble en fait. Absolument, absolument. Et quand je disais que le théâtre majoritaire est un théâtre politique, ce que j'ai pas dit, c'est que c'est un théâtre politique qui se cache derrière une soi-disant neutralité. Parce qu'effectivement, le théâtre majoritaire fonctionne, est choisi, est sélectionné parce que c'est de l'art. Donc on reviendra sur cette notion d'art et d'artiste. Et tout le reste est spécifique. Voilà. Et le théâtre majoritaire est porté par certaines personnes. Et toute personne qui ne correspond pas à cette catégorie est spécifique. Donc les femmes, les noirs, les arabes. Alors si en plus vous êtes femme noire en surpoids et éventuellement un peu arabe, parce que ça c'est pas et âgée. Alors lesbienne, je suis désolée, moi j'ai vu 3 spectacles, je les ai pas beaucoup vus. Je crois qu'il y a encore, et je me suis dit mais c'est grave quand même, parce que des lesbiennes il y en a plein dans la réalité, voilà. Et tout d'un coup, même dans des spectacles montés par des jeunes femmes, à partir d'expériences personnelles, et j'imagine d'expériences personnelles qui sont aussi partagées avec leurs copines, la figure de la lesbienne n'apparaît pas, ce qui est, merci de l'avoir signalé. Et cette relégation à une assignation, elle va avec la relégation à des petits moyens, des petits plateaux. Et quand je travaillais sur mes rapports, je disais que je n'étais jamais allée aussi souvent et aussi loin en banlieue, autour de Paris, qu'à partir du moment où j'ai voulu voir des spectacles mis en scène par des femmes. Et alors là, curieusement, je pouvais en voir sur des grands plateaux, mais il fallait vraiment aller très loin. C'était des grands plateaux, les salles étaient pleines de public, et ça avait un grand succès, mais ça n'arrivait jamais dans Paris. Voilà. Et puis, alors sur cette question de... quand même, il faut creuser cette question de ce dont vous parlez. Alors, ça devient un filon, effectivement, parce que l'une de vous l'a dit, vous demandez si vous auriez trouvé de la production, si c'était pour monter un Shakespeare. D'ailleurs, j'y reviendrai, une metteuse en scène et chercheuse nous a révélé par importation des États-Unis que les pièces de Shakespeare auraient été écrites par une femme. Et je dois dire que j'ai vu le spectacle conférence que Aurore Evin nous propose. C'est quand même très troublant et très convaincant. Je vous renvoie, Aurore Evin, vous trouverez le titre. Voilà. Mais sur cette assignation à traiter d'un certain nombre de sujets, c'est à la fois parce que, ben oui, vous trouvez de la production, puisque vous rentrez dans cette sorte de norme un peu différente, et puis vous vous sentez légitime à parler de vous. Et là, je renvoie à Virginia Woolf, qui, dans Une chambre à soi, je garde ce titre qui a été la première traduction, parce que j'y suis habituée, je l'aime bien. Une chambre à soi, elle nous dit que le jour où les femmes parleront d'autre chose que d'elles-mêmes, alors, nous dit-elle, mais il y a longtemps, elle sera un poète. Alors aujourd'hui, nous dirions beaucoup plus convenablement en français, elle sera une poétesse, parce que c'est le vrai mot français qu'on a essayé de faire disparaître en le taxant de péjoratif. Voilà. Alors, une des questions qui était posée parce que les organisatrices ont préparé ce travail et ont fait un très, très joli dossier avec un certain nombre d'entrées, et je me suis dit, mais je vais reprendre ces entrées parce que c'est intéressant. Et ça s'articule très bien parce que c'est aussi la question des nouveaux récits.
Je citerai là comment s'appelle, Alice Zénitaire, dans un petit livre tout à fait passionnant, « Je suis une fille sans histoire », nous dit aujourd'hui encore une bonne histoire. C'est l'histoire d'un mec qui fait un truc. Alors, vous allez au théâtre et effectivement, c'est très souvent l'histoire d'un mec qui fait un truc. Vous allez au cinéma aussi. Donc, comment construire de nouveaux récits ? Vous connaissez le test de Bechdel, je crois qu'elle s'appelle ? Bon, d'accord. Donc, comment écrire et mettre en scène de nouveaux récits sans pour autant forcément entrer dans cette catégorie péjorative et surtout dans cette catégorie à laquelle vous êtes assigné. C'est une vraie question. Moi, ça m'intéresserait de savoir qu'est-ce que vous rêveriez si vous y avez pensé, ou peut-être vous êtes strictement dans « j'écris mes histoires et je les monte et éventuellement je les joue », ce qui est tout à fait estimable. Le théâtre politique, il y a eu des périodes où on a assumé de faire du théâtre politique, du théâtre d'intervention. Et là, c'était des mecs qui le faisaient, il n'y avait aucun problème. C'était une case, mais ça marchait. Le théâtre fait par des femmes, il peut aller labourer les territoires de grandes banlieues ou de lointaines campagnes. Il n'est pas estimé de la même manière. Mais ça, on y reviendra aussi. Mais sur cette question à la fois des nouvelles histoires, ou est-ce que dans le théâtre qu'on connaît, il y a des histoires que vous avez envie de vous approprier et de raconter? Avec une petite parenthèse, la même Aurore Evin a édité depuis quelques années, je crois que le dernier volume est en cours, 5 volumes de textes écrits de textes de théâtre écrits par des autrices de l'Ancien Régime. Personne n'en avait jamais entendu parler. Mais ça fait quand même 15 ans que cette publication a commencé. Et il n'y a toujours que Aurore Evin qui les met en scène sur des petits plateaux dans de lointaines banlieues. Voilà. Donc, d'une part, il y a le théâtre classique qu'on connaît, écrit par des hommes, mais peut-être avez-vous envie de vous en emparer sur des grands plateaux éventuellement, avec des grandes distributions. Il y a aussi tout ce théâtre peut-être à découvrir, parce que vous avez entendu parler, vous, des textes de femmes de l'Ancien Régime ? Ah ben voilà. Vous avez fait des études de théâtre dans une école de théâtre ? Oui ? On vous a fait travailler le répertoire ? Oui, beaucoup. Donc, la moitié du répertoire. J'étais récemment dans une école d'art où on me dit, mais il y a un prof de cinéma qui enseigne l'histoire du cinéma, il n'a jamais prononcé le nom d'une réalisatrice, alors que le cinéma a été inventé par des femmes quand même au départ, Alice Guy et d'autres. Je disais aux étudiantes, puisque la direction de l'école n'a aucun pouvoir, puisqu'il a son entière liberté pédagogique, c'est à vous de réclamer d'avoir une histoire du cinéma entière, et pas que la moitié. Et si votre enseignant n'est pas capable de vous fournir l'histoire entière, il faut réclamer d'avoir un autre enseignant ou une enseignante. Donc, où en êtes-vous, vous, avec le répertoire classique ou contemporain d'ailleurs, mais majoritaire? C'est non, c'est oui, j'aimerais, j'ai pas les moyens, enfin c'est comment? Si la question vous intéresse. Alors, le répertoire classique. Il y a énormément de choses que j'adore et que j'adorerais, et dont j'adorerais m'emparer en tant que comédienne surtout, je crois. Mais peut-être il faudrait tenter l'expérience d'être à cette place aussi pour travailler sur un texte qui donc n'est pas le mien ou qui n'est pas ma création. Mais en tout cas, je pense que ce qui m'a attirée dans le théâtre, ça a été surtout des textes d'auteurs, hommes, bien sûr, que j'affectionne toujours aujourd'hui. Mais du coup, certaines choses me dérangent. Je pense que pour le coup, comme c'est un peu les seuls textes que je connais, ou que j'affectionne, etc., je me dis, il y a des endroits où ça me dérange. Il y a des endroits où, dans ces textes-là, je me dis, j'ai quand même pas envie de mettre forcément ça en scène.
où cette écriture, elle est très belle, mais bon, je la trouve quand même problématique à certains endroits. Non, je crois qu'en tant que metteuse en scène, en tout cas, et la question que tu soulèves de la légitimité, ça résonne très fort. Je me dis, est-ce que... justement, là, je commence à me projeter sur une nouvelle création, et c'est pour parler de ma condition d'étrangère en France. Donc voilà, encore une fois, pour parler de cet endroit intime, parce que je me sens légitime d'en parler aussi, et parce que je me dis, bon, ça, il n'y a personne qui pourra venir me dire que je fais n'importe quoi et que je connais mal l'œuvre et que j'ai pas compris l'œuvre. Donc c'est marrant de me rendre compte que oui, ces œuvres-là, j'ai envie d'y être en tant que comédienne, c'est-à-dire d'être en exécution et pas forcément, et que j'envisage même pas de m'en emparer vraiment pour en faire quelque chose à moi, que j'ai juste envie d'être là et d'exécuter, de jouer, et de dire ces textes, etc. Mais moi, je peux rebondir aussi, pardon, mais en fait, sur ce terme, j'envisage même pas. C'est-à-dire qu'en fait, elle est très déstabilisante, ta question, parce que c'est comme si c'était c'est un loisir qu'on s'est jamais, on s'est jamais dit si j'avais tout le répertoire possible à disposition pour faire, parce qu'en fait, ça reste une position qui est plutôt masculine, en fait, de ce loisir de qu'est-ce qu'on crée. Donc en fait, c'est même moi, je sais que bon, après, en plus, ma formation à moi, c'est comédienne, pas uniquement metteuse en scène, donc voilà, mais c'est même une absence de pouvoir même l'imaginer que ce soit possible de s'emparer d'un répertoire en toute légitimité, de rêver de ça, oui, de faire ce rêve-là, de fantasmer sur une œuvre et de se dire comment on la mettrait en scène. Ouais, je pense que ça ne me traverse même pas l'esprit. C'est triste un peu. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que ça m'amène à penser les choses un petit peu autrement que ce que j'ai fait jusque-là. C'est ça qui est très intéressant dans ces rencontres, qui m'arrive beaucoup en ce moment, c'est que ça me toque, il y a des déclics comme ça, je me dis, mais en fait, pourquoi j'ai pas pensé à ça ? Parce que effectivement, la question d'écrire de nouvelles histoires, elle renvoie à cette sorte d'assignation dans laquelle vous êtes, que vous intériorisez comme votre désir, que je ne nie pas du tout, d'ailleurs, désir que je ne nie pas, mais à vous entendre, je me dis, mais c'est peut-être urgent de travailler cette question-là, que vous travailliez cette question-là. En fait, ce que vous dites là, c'est que vous ne vous sentez pas légitime pour aborder ces textes-là en tant que metteuse en scène. Vous voulez bien les interpréter sous la direction d'un metteur en scène qui en aura sa lecture, qui s'écartera très nettement du texte, mais lui, vous lui reconnaissez ce droit-là et vous ne vous le reconnaissez pas. Donc moi, maintenant, en tant que spectatrice, j'ai envie de voir quelques-uns de ces textes classiques montés par vous. Voilà, en tant que spectatrice, là, tout d'un coup, ça réveillerait mon intérêt. Je ne vais plus beaucoup au théâtre, donc je ne suis pas très dans l'actualité. Enfin, j'y reviens maintenant, mais j'en étais éloignée un moment. Et là, tout d'un coup, ça suscite de nouveau un désir, ce que vous dites de cette impossibilité, parce que l'art, il est fait et de contraintes et de paris sur l'impossible. Mais oui, je pense que ça peut être ce que on en parlait au déjeuner justement encore une fois de cette légitimité, et effectivement ce serait un exercice très intéressant de se retrouver face à une œuvre et de se dire ok, j'en fais ce que je veux, et de travailler justement à trouver cet endroit entre de retrouver notre vrai désir d'artiste. C'est quoi mes vraies envies vis-à-vis de cette œuvre, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire vraiment, sans me poser la question, ou en essayant vraiment le plus possible de se
sortir les questions de qu'est-ce qu'un tel va en penser, qu'est-ce qu'un tel va en dire quand il le verra, et de trouver vraiment l'endroit de vérité, de création, de moi, ce que j'ai envie de faire. Oui, et je dis en faire n'importe quoi. Enfin, vous voyez, même, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Moi, c'est compliqué pour moi cette question parce qu'en fait, je me rends compte que je viens pas du tout j'ai pas fait d'école de théâtre, j'ai pas de formation, je connais pas les textes classiques. Enfin, j'en ai vu, mais je veux dire, je les ai jamais étudiés. Et moi, je viens du cinéma et surtout du documentaire. Et du coup, je crois que je me suis, comment dire, cette question des nouveaux récits, en fait, elle est très forte parce que j'ai envie de créer des nouveaux récits et j'ai envie de faire qu'on puisse, par exemple, il y a un moment, je ne sais pas si, il y en a peut-être qui l'ont pas vu encore, Strip. J'aurais peut-être vous dévoiler un truc là maintenant, mais je ne sais pas si vous viendrez le voir. Tout à l'heure. À 18h, à quel endroit? C'est CNT. Voilà. Mais en fait, par exemple, cette question de se réapproprier le strip club et de se dire, en fait, on en fait un truc complètement différent et on en rêve complètement différemment parce que, en fait, au strip club, on a envie d'en faire ça, et que nous, les femmes et les hommes, on a envie de changer nos places dans ce lieu-là. Ben, en fait, je me dis, mais en fait, c'est possible. Et en fait, je me dis ça pour tout. C'est-à-dire que je me dis pas, quand je démarre un projet, je me dis pas, c'est impossible parce que j'ai pas la légitimité de le faire. En fait, j'ai l'impression que tout est légitime à partir du moment où on se dit, bah, c'est ça que j'ai envie de faire. Et je crois que je fonctionne comme ça. Et mon prochain projet, par exemple, c'est sur le milieu du funéraire. Ça n'a aucun rapport avec ni les femmes, juste, j'ai l'impression que après, je sais pas. J'ai l'impression que c'est comme ça, en fait, qu'on se dit, bah, on change les choses parce qu'on le fait, juste. Enfin, juste, on s'en empare et on crée le nouveau récit qu'on a envie de créer, aussi parce qu'on sait qu'il en faut. Enfin, moi, récemment, on a lu avec Marion beaucoup Donna Haraway. Et c'est vrai qu'elle parle aussi de tout ça, de tout ce qu'on peut transformer et créer et dont on a besoin, en fait, de s'emparer pour créer plein de nouveaux possibles. Et ça, moi, ça me parle énormément. Mais c'est vrai que par exemple, pour les textes classiques, je ne saurais pas comment, quoi. Par exemple. Non, mais il n'y a aucune obligation. C'est vrai que moi, ce que vous disiez toutes les deux m'a amené cette question-là. Mais la question maintenant, c'est comment, une fois qu'on a questionné son désir et qu'on est assez clair et qu'on a analysé ce qui, dans ce désir, est induit et par ce qu'on est autorisé à désirer et par ce que d'autres ont rêvé que vous puissiez désirer, une fois qu'on est au clair de tout ça, et que, comme tu le dis, voilà, là, tu as ce projet, et ce projet, bah, il n'est pas dans la norme. Comment vous arrivez à passer le stade des petits plateaux et des lointaines banlieues ou des profondes campagnes? Voilà, ça, je pense que c'est un vrai beau sujet aussi. Alors, comment on fait? Bah ça, je ne sais pas non plus. On bataille. Du coup, ça rejoint le deuxième, parce qu'on parlait plutôt de la partie création. Et là, ça rejoint la partie diffusion. Qui est... Production, déjà. Oui, production, diffusion, qui est aussi, je pense, un très grand sujet sur la question de l'œuvre féminine, faite par une femme. Pardon. Et c'est très compliqué. Alors, moi, je peux parler que par mon expérience. Mon spectacle parle de viol, d'une adolescente. Ça parle de ça, voilà, c'est le sujet, l'emprise, tout ça. Et très clairement,
la diffusion est très très compliquée en fait. Alors qu'on pouvait imaginer que après MeToo, etc., le monde est prêt, entre guillemets, à accueillir ce genre d'œuvre. En fait, moi, je me retrouve très clairement, pour être vraiment honnête et pas faire de langue de bois, je me retrouve face à des murs aussi parce que c'est un sujet qui est compliqué, qui commence à fatiguer aussi des gens, les femmes, voilà, les viols, c'est bon, on a compris, enfin voilà. Donc, en tout cas, ça va de pair avec voilà, le sujet du moment qui concerne quand même beaucoup de femmes. Ouais, il y a beaucoup à faire, quoi. C'est difficile. Oui, donc la notion de filon à laquelle on arrivait tout à l'heure, parce que vous disiez, mais finalement, est-ce que je serais arrivée à trouver une production si je n'avais pas traité d'un sujet auquel je suis autorisée, donc, et la question du viol, a priori, ça devrait entrer dans cette catégorie-là, ça marche finalement pas si bien que ça. Comme porte d'entrée. C'est-à-dire qu'en fait... encore une fois, je parle que de mon expérience. C'est-à-dire que les personnes qui m'accompagnent, par exemple dans la production, la coproduction, voilà, ou qui me programment, c'est un engagement. C'est un engagement. C'est pas oui, d'accord, je te programme. C'est oui, je te programme. Il y a un engagement en face, quoi. Et à l'inverse. Il y a aussi une grande frilosité, quoi. Donc, voilà. Là, je parle de ma création, quoi. Donc, c'est aussi très, très chouette d'avoir des partenaires parce qu'on sent que, heureusement, tout le monde fuit pas ce genre de sujet-là, mais ça dit ce que ça dit, quoi. Que ce soit une position politique, pour en revenir au sujet, y compris de la part des personnes qui peuvent vous soutenir. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à la question. Peut-être pour citer un grand féministe, Jean-Luc Godard, qui disait, dans un autre enjeu, mais qui disait, voilà, il ne faut pas faire des films politiques, il faut les faire politiquement. Moi, dans ce que j'entends, en ayant une place à part, parce que je ne suis pas metteuse en scène et donc je ne suis pas impliquée dans ces dynamiques-là, mais pour moi, le problème, il tient vraiment au fait qu'on l'assigne à une thématique. Et donc, ce serait quoi penser féministement, si le mot existait, les processus de création, les processus de diffusion, parce qu'il me semble que le champ dans lequel on s'inscrit, il est intrinsèquement construit par un modèle, pardon pour les gros mots, mais hétéropatriarcal, capitaliste aussi, et qu'on est dans des rapports qu'on partage tous les jours, qui sont des rapports concurrentiels, qui sont des rapports d'hégémonie, qui sont des rapports ultra-hiérarchiques. Tu le disais, Rennes, en disant, voilà, moi, quand je vais voir des pièces de femmes, j'ai jamais été aussi loin en banlieue que quand j'allais voir des pièces où la question se posait pas. Et tout ça, ça raconte quand même un modèle d'organisation du champ de l'art et de la culture où, de un, il y a eu un monopole, comme tu le disais, d'une forme d'universalisme, en fait, où d'un coup, il y a un point de vue qui s'énonce et lui, il serait neutre, pur, esthétique, et il n'aurait rien à voir avec la question de la critique ou du politique. Et puis de l'autre, il y aurait voilà, des créations avec des thématiques ou des épithètes. Voilà, il y a la création noire, il y a la création décoloniale, il y a la création lesbienne, création féministe, etc., queer. Et tout l'enjeu, j'ai l'impression, il est d'arriver aussi, alors c'est peut-être hyper utopique, mais pour le coup, moi, l'utopie que j'ai, tu vois, quand tu posais la question, c'est de sortir complètement de ce modèle-là, en fait. Moi, je le trouve obsolète. J'ai l'impression qu'on a 50 ans de retard, qu'on fonctionne encore aujourd'hui sur un modèle qui est ultra structuré par une pensée de l'art qui est très flottante, qui est utilisée principalement en fait pour des fonctions de légitimation de rapports de domination, et qu'il y a un vrai enjeu à transformer ça, et que ça va se situer à tous les niveaux en fait. Ça va se situer au niveau des récits qu'on construit, mais ça va aussi se situer au niveau des conditions de production dans lesquelles on le fait. Et de ce point de vue-là, moi c'est vrai que je suis très matérialiste, mais au sens marxiste du terme, c'est-à-dire que je pense que les conditions dans lesquelles on peut créer déterminent aussi les objets qu'on va pouvoir élaborer, et que d'autant
plus là, avec la séquence qu'on vient de traverser, qui est une séquence qui va nous assigner à une vraie difficulté, une vraie précarité, où on va siphonner tous les budgets de l'école, de la culture, de la santé pour pouvoir alimenter des politiques de guerre. Il y a un vrai enjeu à se ressaisir de ces contextes-là pour pouvoir les penser autrement. Parce qu'en fait, sinon, on va être juste mis en concurrence avec une précarité de plus en plus grande, et que les nouveaux récits, ils vont pouvoir émerger aussi si on donne un espace où ces récits seront audibles. Et que moi, les récits auxquels j'aspire, c'est des récits qui dénaturalisent aussi même les catégories femmes et hommes. Enfin, moi, c'est pour ça que je me retrouve vraiment dans Exploser le plafond que tu as écrit, Rennes, c'est que c'est des catégories qui sont construites. Enfin, moi, je ne suis pas une femme au sens de Monique Wittig, je suis une lesbienne, c'est-à-dire que je m'attache à déconstruire cette identité femme, qui est une identité qui est construite par un rapport de domination, un rapport d'appropriation, au même titre que toutes les autres catégories oppressives que tu cites sont des catégories relationnelles. Donc ça, c'est un premier point. Je dirais dénaturaliser les récits, faire des récits où ce qu'on pense comme étant des minorités sont en position agissante, et de construire un vrai universel, en fait, qui soit un universel pluriel, accueillant, un universel, je sais pas, même du soin aussi, et de la douceur. Moi, je milite pour ça, tout en prenant les armes de la révolution. Donc j'ai l'impression que ça se situe à tous ces plans-là, en fait. À la fois le champ dans lequel on s'inscrit, les conditions concrètes du processus de création. Faire des créations de manière féministe ou queer ou décoloniale, c'est aussi comment on prend soin les uns des autres, comment on fait en sorte, dans le geste lui-même, de pas reproduire les hiérarchies entre la position du metteur en scène, de la metteuse en scène, des interprètes, enfin, toutes ces logiques-là qui font que chacun aurait une place assignée, et qu'il y en aurait qui seraient plus dotés d'une plus grande qualité, ou d'un plus grand intérêt, ou d'un plus grand capital symbolique. Et j'ai la sensation qu'au même titre qu'on ne peut pas dissocier les luttes, on ne peut pas dissocier les luttes décoloniales, on ne peut pas dissocier les luttes queer, on ne peut pas dissocier les luttes de classe, on ne peut pas dissocier les luttes de genre, et de ce point de vue-là, Angela Davis le disait très clairement, au même titre, on ne peut pas dissocier les places, les récits et les contextes dans lesquels on travaille. Donc on a du boulot, il faut tout changer, quoi. On pourrait s'arrêter là. Tout est dit. C'est aussi écrit dans mon livre, on ne s'était absolument pas parlé. Donc on va le faire. Mais on ne va pas se lâcher comme ça, parce que ça commence peut-être à faire du bien. Alors, moi, je voudrais réagir par des petits biais. Je notais un certain nombre de choses de ce que tu disais sur ce modèle obsolète. Alors, modèle obsolète d'organisation du secteur. Donc, moi, c'est une des conclusions de mon livre, c'est ça. Hein, il faut organiser le système autrement. L'organisation du théâtre, du spectacle, des arts en France. Si l'organisation reste la même, c'est-à-dire hiérarchisée, pyramidale, quelques chiffres, il y a 6000 compagnies qui existent en France, il y en a 600 qui sont subventionnées, il y a 38 centres dramatiques et 5 théâtres nationaux. Et vous imaginez bien que quelqu'un qui commence à faire un pas et à gravir une marche, il n'a qu'une envie, c'est d'arriver là-haut. Donc des 6000, ils n'arriveront pas tous aux 5 là. Donc il faut changer ce système, il faut diriger autrement, il faut proposer d'autres modèles, il faut poser sa candidature parce qu'il faut prendre ces lieux, parce que c'est là qu'il y a de l'argent, et il faut les prendre de manière à pouvoir utiliser l'argent autrement. Il faut faire réseau, puisque les réseaux, ils existent, simplement ça ne se dit pas, ils se font tout seuls, les réseaux de fraternité. Donc comment on fait pour fabriquer des réseaux de sororité dans lesquels un certain nombre d'hommes seront les bienvenus, comme d'ailleurs un certain nombre de femmes sont tout à fait bienvenues pour diriger des maisons à partir du moment où elles les dirigent selon le modèle qui a été conçu pour que ce soit dirigé au masculin. Ça, c'est un premier point. Ce modèle obsolète, il fonctionne, tu disais, par des processus de légitimation de domination. Alors, je renvoie à une revue qui est sortie en 2020, je crois. C'est le numéro 65 de la revue Agone,
qui regroupe un certain nombre d'articles sur les processus d'entrée et de cursus d'études et de sortie dans le professionnel d'un certain nombre d'écoles d'art, arts plastiques, école d'art dramatique. Il y a un article sur le théâtre national, l'école du théâtre national de Strasbourg qui est croustillant, je vous conseille. Et donc comment on entre dans ces études, dans ces écoles, comment sont constitués les jurys, ce qu'ils se racontent, parce que c'est des études statistiques et qualitatives. Donc c'est très intéressant. Je ne sais pas comment ils ont fait pour arriver dans les jurys pour regarder et nous raconter comment ça se passe. C'est croustillant. Et puis comment ça se passe au cours du processus et comment on en sort ou pas vers la profession dont on a rêvé. Et l'un de ces articles nous dit que le talent est un principe de légitimation des inégalités. Alors ça, c'est écrit par des universitaires. Donc c'est pas Reine Pratt qui raconte ce qui lui vient à l'esprit quand elle regarde le monde et qui ne lui convient pas. Non, c'est des universitaires. Et c'est formidable parce que dans mon deuxième rapport, j'appelais de mes voeux le fait que des chercheuses et chercheurs s'emparent de ces sujets et nous donnent des vraies études. Voilà, donc on y est. Et le titre, je crois, de ce dossier, c'est « Sous le talent, la classe, le genre, la race ». Voilà. Là aussi, on a tout dit, mais on a toujours l'impression qu'on a tout dit. Et puis, je voulais réagir aussi sur la question de la guerre qui va encore diminuer les moyens de production, mais aussi les moyens de soigner et les moyens d'enseigner pour l'enseignement, etc. Ce qui prouve une autre chose que j'ai dit, c'est qu'il n'y a pas de progrès. Donc qu'on arrête d'attendre que ça arrive, que ça évolue forcément toujours vers le mieux, c'est pas vrai. Mais il y a des petites bulles, il y a des moments où c'est mieux dans certains secteurs. Donc tant qu'on est là, unissons-nous pour faire que ça aille mieux pour nous. Déjà, ça sera bien. Et puis, alors, référence un peu plus personnelle, quand tu disais que tu es lesbienne, alors je voudrais renvoyer à une phrase qui est dans un film, et vous voyez, je vais vous montrer, il y a plusieurs connexions, comme quoi on peut faire sororité et on peut faire réseau. Dans un film qui s'intitule Lesborama, qui est le premier film sur la culture lesbienne qui a été fait pour la première nuit gay de Canal+, il y a une des personnes interviewées qui dit « Une lesbienne qui ne change pas le monde est une lesbienne en voie de disparition ». Je ne sais pas qui c'est, mais elle a un magnifique accent québécois. Et c'est très bien. Il se trouve que ce film a été réalisé par la personne à qui je dédie mon livre, qui s'appelle Nathalie Magnan, qui était une réalisatrice, théoricienne et activiste des médias, qui refusait le mot militantisme parce que dans militant, il y a militaire, donc activiste des médias, et qui est la personne qui a introduit en France la pensée de Donna Haraway, qui a été la première à la traduire. Bon voilà, ça c'était un petit morceau personnel, mais je pense que c'est extrêmement important de s'emparer de tous ces liens que nous pouvons faire à travers tout ce que nous nous racontons et tout ce que nous faisons. Après, une fois qu'on a parlé de ce projet d'inventer de nouvelles histoires, c'est comment on leur donne une place. Je crois qu'il y a un moment de l'impureté, parce que rester pur à se dire j'invente de nouvelles histoires et je les fais dans mon coin et avec les conditions qui existent aujourd'hui, mais ça nous condamne pour l'éternité, à la marge, aux petits moyens, etc. Donc la question c'est comment on ouvre les portes, comment on prend le pouvoir et pour pouvoir vraiment transformer les choses et exercer le pouvoir autrement. Je voudrais juste dire, parce que c'est marrant, parce que ce matin, il y avait une table ronde sur l'émergence à l'international. Et il y a un moment, je ne sais plus qui, à un moment a dit, mais en fait, il faudrait qu'on s'empare de l'argent qu'il y a dans les institutions pour aller le dévoyer et créer, en fait, ce qu'on aurait envie de créer, nous, en tant qu'artistes à l'international et tout ça. Et enfin, suite à ça,
je me suis dit, en fait, ça fait plusieurs années qu'il y a un festival qui s'appelle Magdalena, qui est né au Danemark, je crois, il y a une dizaine d'années, qui est un festival, en fait, ce sont que des femmes, c'est à l'initiative de femmes, qui se sont dit, en fait, on est complètement invisible, on n'arrivera jamais à aller jouer dans les grandes salles et tout ça. Ben, c'est pas grave, en fait, on va le faire entre nous. On va se rencontrer tous les ans, 2 fois par an, dans des pays différents où on va toutes s'inviter et on va toutes faire des trucs ensemble. On va toutes se montrer les unes aux autres ce qu'on fait et s'entraider pour se faire diffuser en fait les unes les autres et se faire jouer dans d'autres espaces. Et du coup, ça fait déjà 3 ans qu'à Montpellier, Marion organise ce festival. Et je crois que c'est la première année où là, c'est vrai, ensemble, on se dit, eh ben, on va prendre de l'argent que les institutions vont nous donner pour ce festival, mais on ne va pas aller jouer ni dans les CDN, ni dans les scènes nationales. On va trouver comment diffuser ailleurs, comment faire cette visibilité ailleurs et comment brasser des gens et des publics différents et des artistes en fait, qui viennent de milieux différents aussi et pas rester dans cet entre-soi aussi des artistes de théâtre, par exemple, mais d'aller chercher des performeurs queer, des gens qui font, voilà, d'autres choses, quoi. Et tout ça, je crois, pour dire qu'en fait, je crois que c'est en marche et que c'est possible et qu'on y arrive, quoi, et qu'on va le faire. Enfin, moi, j'y crois, quoi. Oui, mais enfin, quand même, concrètement, je ne vois pas bien comment vous allez siphonner les moyens des centres dramatiques pour les utiliser en dehors des centres dramatiques. Ça me paraît un peu compliqué, mais je ne sais pas. Moi, je pense que c'est possible. Ah oui. Bon. Mais... non, j'ai envie de dire, mais il y a un directeur de centre dramatique dans la salle. C'est ça. Peut-être que... Regardez la caisse, là, il se passe des trucs au CDN. Peut-être qu'on lui passera la parole tout à l'heure. Ça pourrait être une ouverture de continuer le dialogue avec vos contributions. Simplement, je voulais peut-être passer à un autre sujet, mais j'ai peur que ça nous plombe, donc on peut l'éviter. En fait, il y a 2 sujets. Il y a un sujet qui concerne plus les actrices et acteurs, et puis il y a un sujet qui concerne plus le fonctionnement de la famille théâtrale. Alors, le sujet sur les... Et puis il y a aussi un sujet sur le traitement médiatique. Alors, sur le traitement médiatique, j'ai envie de dire, on peut dire assez vite ce qui se passe. Alors, moi, je vais le dire de manière très figurée. Vous allez sur Wikipédia, il y a une page Frida Kahlo où on nous explique que Frida Kahlo a eu un grave accident et qu'elle était donc handicapée et qu'elle a été la compagne de Diego Rivera, qui est un autre artiste, et qu'elle a fait une œuvre assez importante. Vous voyez le problème quand même. Voilà. Diego Rivera, c'est un artiste important, et il se trouve qu'il a été le compagnon de Frida Kahlo. Voilà. Quand j'ai fait l'année George Sand, c'est un moment où dans les multiples placards où je me suis trouvée au ministère de la Culture, on m'a demandé d'organiser le bicentenaire de Victor Hugo. Puis après, un de mes petits camarades m'a proposé de suggérer au ministre suivant de faire une année George Sand. Donc j'ai fait ces 2 choses-là. Et j'avais créé un site internet qui était un portail documentaire et qui donnait des outils et puis un calendrier des activités. Et pendant ce temps, la direction des Archives de France faisait un site beaucoup plus sérieux sur George Sand. Ça commençait par un poème de Musset et une musique de Chopin. Voilà. Alors, le traitement médiatique, il est comme ça aussi. C'est-à-dire qu'on va... Et alors, d'ailleurs, il faut que vous retrouviez... Là, je ne l'ai pas, mais j'aurais dû, ça aurait été trop bien. Parce que je le dis, mais récemment, dans une rencontre, quelqu'un a lu un article. Et alors, c'est terrible parce que c'est une critique... Mais Nicole, tu pourras nous dire qui c'est qui est au Figaro maintenant, une critique de théâtre, mais on connaît quelle
Hein? Ah, c'est Armel Elio, peut-être, oui? Non, mais c'était il y a quelques années, c'était il y a 2-3 ans. Bon, dans le Figaro, un article qu'on pensait être sur la mise en scène que Julie Deliquet a faite à la Comédie Française. Ça commence par, je vous le dis à peu près, mais je vous jure, il y en a 5-6 lignes d'intro de l'article. Le ciel est gris ce jour-là sur Paris. Les yeux de Julie Deliquet sont moirés à la couleur du ciel. On dirait qu'ils sont verts, mais à y regarder de plus près, il semblerait qu'ils soient plutôt bleus. Elle est jolie, Julie Deliquet, mais je vous jure, j'étais sidérée. Donc on m'a envoyé l'article, donc je vous en dis à peu près... Non mais voilà. Vous avez des choses à dire sur le traitement médiatique ou on arrête là? Parce que si vous avez des choses à dire... Moi j'en rajoute une, j'ai entendu un matin, là je la nomme, l'animatrice de la grande table de France Culture nous dire qu'elle a invité ce jour-là une femme photographe. Je suggère que chaque fois qu'on invite un homme photographe, on nous précise que c'est un homme photographe. Parce que une photographe, je pense que ça s'entend assez. On pourrait faire un petit moment aussi sur la réappropriation de la langue française. Par exemple, quand une femme met en scène en bon français, ça s'appelle une metteuse en scène. Parce qu'il y a une règle de grammaire qui veut qu'un mot qui se termine par E fasse teur au masculin, teuse au féminin. Voilà, donc il n'y a pas une metteur en scène comme on est allé inviter pour que surtout ça ne s'entende pas. Et de même, Aurore Evin, que je citais tout à l'heure, nous a redonné le mot autrice, qui est un mot qui a été interdit par l'Académie française au moment où les femmes ont été autorisées à monter sur les plateaux et à jouer, et donc on a décidé que c'était des actrices. Mais à ce moment-là, l'Académie française a interdit l'usage du mot autrice. Donc je nous invite à nous réapproprier la langue. Et puis après, éventuellement, à la tordre. Mais, bon, je me suis un peu perdue, mais... Donc sur le traitement médiatique, ça va, Ouais, ça va. Ça va? Ok. Donc ensuite, mais je ne sais pas s'il faut tellement... moi, je vais le dire rapidement. Parce que c'est aussi comment on change les choses. Alors, le ministère de la Culture, qui depuis quelques années est officiellement très engagé pour l'égalité et la lutte contre les discriminations, propose entre autres que les institutions et les écoles d'art adoptent des chartes dites des chartes éthiques. Alors, beaucoup d'établissements ne s'en sont sûrement pas emparés, alors que ça date de 2017. Le Conservatoire national supérieur d'art dramatique s'en est emparé, a élaboré une charte dans laquelle il est dit notamment la notion d'emploi est définitivement abolie et toute personne qui se présente au concours peut se présenter comme femme, homme ou non-binaire. Évidemment, ça change tout. Et j'aborde ce sujet parce que dans le dossier très très bien fait, il y avait cette question des injonctions faites aux femmes sur un plateau. Vous avez des choses à dire sur ce sujet? En tant que comédienne, oui, ben, on n'a que des choses à dire. En fait, il y a même pas beaucoup d'expériences où il n'y a pas une chose à dire. Donc je ne sais pas, mais enfin, ouais, c'est vraiment, oui. Le physique, le rôle qu'on nous donne, enfin, ce corps qui appartient au metteur en scène, dont on peut faire n'importe quoi, enfin, ce terme de s'abandonner intégralement, c'est truffé, je sais pas, il y a des comédiennes ici, nos parcours sont jalonnés d'excès sidérant de domination masculine sur nos corps, quoi, en fait. Depuis que je suis sortie de l'école, donc en 2019, j'ai pas travaillé en tant que comédienne, pas par choix, mais parce que j'ai pas eu l'occasion. Mais je ne reçois que des auditions où
c'est pas possible pour moi. Ça va pas. Parce que il faut mesurer moins d'1m60, parce qu'il faut avoir l'air très jeune. Et j'ai reçu une audition. En fait, on en a parlé avec les filles de la promo, il aurait fallu faire vraiment un répertoire de perles. Il fallait avoir l'air jeune, mais avoir une âme ancienne. Mais avoir l'air très jeune physiquement. Il disait clairement qu'il fallait ressembler à une ado, mais avoir une âme, voilà, mûre ou quelque chose comme ça. On se dit, en fait, ça n'existe pas. Enfin, ça va pas ensemble, une chose et l'autre. Bon, c'est un peu irréel comme attente en tout cas, c'est un peu irréel comme construction de rôle aussi. Oui, voilà, toutes les auditions qu'on reçoit. On reçoit aussi donc souvent celles pour les garçons. Enfin, on est dans une liste de mails, donc on reçoit aussi celles que les garçons reçoivent. Et évidemment qu'il y a beaucoup moins de critères physiques pour les garçons que pour nous. Pour nous, c'est tout. Enfin, il y en a toujours. Enfin, il y en a que je reçois même pas. Ils me les envoient même pas parce qu'ils se disent que ça va pas le faire. Alors qu'on fait du théâtre. Enfin, on a fait des formations. J'estime que voilà, on est toutes capables de jouer des choses très différentes, mais on se retrouve absolument cantonné à des emplois, malheureusement. Et il y a toujours ce truc vraiment très compliqué qui est de ne correspondre à aucun emploi. Du coup, quand t'es plus si jeune, du coup, mais t'es pas encore assez vieille pour les rôles un peu de maman, donc je me suis un peu perdue, mais oui, effectivement, compliqué de tomber sur des gens qui cherchent juste à engager des comédiennes, point. Oui. Eh ben, c'est un vrai sujet sur lequel il faut collectivement travailler. Je ne sais pas comment, mais je crois que ce qui pourrait sortir de ce genre de rencontres et de discussions, c'est que on se mette collectivement au travail. Donc toute personne dans l'oreille de qui ça tombe peut prendre l'initiative de réunir des gens pour travailler ensemble sur comment on fait. Parce que j'imagine qu'au quotidien, réagir... alors, il y a la question, effectivement, déjà des auditions et de être prise ou pas. Je vous en raconte une dans l'histoire qui est quand même assez jolie, qui est terrifiante. Parce que j'ai été invitée à une rencontre où avaient été invités deux comédiennes. Alors, c'était une rencontre organisée par Jeanne Champagne, qui est une metteuse en scène importante, qui a commencé... dont les premiers spectacles ont été programmés dans le IN à Avignon, ses premiers spectacles. Et puis le jour où... Alors elle a eu envie... Alors ça, c'est incroyable. Elle s'est dit, mais c'est plus ça que j'ai envie de faire. Un peu comme vous dites. Elle a dit, non, moi, j'ai pas envie, c'est pas de ça que j'ai envie. Donc elle a pris ses valises et elle est partie, non pas dans les grandes banlieues, aussi un peu dans les grandes banlieues, et puis dans les lointaines campagnes. Bon. Et puis là, elle fait un travail sur... maintenant, elle a son dernier spectacle, qui devait être le dernier, c'est explosé en plein vol du confinement. Et elle a organisé un projet autour de ses archives, et qui s'appelle « Transmettre un matrimoine, fragment d'une vie de femme de théâtre », où elle m'a demandé de l'accompagner. Et dans ce projet, qui a donné lieu à une exposition de ses archives, elle a organisé une rencontre entre Geneviève Fraisse et moi. Je raconte tout ça pour citer Geneviève Fraisse, que je vous invite fortement à lire. Elle avait invité deux comédiennes à lire des extraits de nos textes et à témoigner de leurs histoires. Et il y en a une qui avait fait le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, très blanche, avec des cheveux longs très frisés, avec un nom arabe, et qui racontait que elle était auditionnée, mais ça allait jamais, et qu'un jour, elle s'est dit, ce coup-ci ça va aller, c'était un rôle de princesse orientale. Donc elle dit, j'ai été auditionnée, on m'a tout fait faire, la danse du ventre, etc. Et à la fin, le metteur en scène m'a bien regardé, il m'a dit, tu vois, finalement, je me dis que pour ce rôle, une blonde aux yeux bleus, ça serait top. Elle n'a pas été prise. Formidable. Réel. Bon, donc il faut faire quelque chose. Et vous ne pouvez pas faire individuellement. Donc,
voir comment ce qui se passe au conservatoire peut être transposé. Et puis, il faut aller voir les gens en dehors des auditions. Il faut aller les travailler au corps, si j'ose dire. Voilà. Et puis l'autre question sur laquelle j'imagine que vous êtes confrontés, que vous avez à agir, une fois que vous y êtes sur le plateau, pour les répétitions, comment vous résistez ou vous faites des contre-propositions à cette injonction de ce qui était dit dans le dossier, jouer comme une femme, enfin, vous comporter comme une femme, comme ce qu'on raconte que ce devrait être une femme. En ce qui me concerne, du coup, j'ai décidé de renoncer à un metteur en scène, du coup, totalement. C'est-à-dire que du coup, j'ai plutôt abordé un travail différent en fait au plateau, avec 2 ou 3 personnes qui me dirigent, donc sans jamais tomber dans l'axe de quelqu'un, d'être emmenée comme ça par Michael Tessier qui est là par exemple, et puis 2 autres comédiennes, voilà. Donc il y a ça, le fait de ne pas être sous le joug entre guillemets de la vision de quelqu'un. Et aussi de devenir patronne de ma compagnie. Voilà, comme ça c'est réglé. Du coup, voilà, je fais mes choix. J'en paye le prix de me battre pour trouver des financements, pour que cette machine existe. Mais oui, en fait, je suis de moins en moins comédienne-interprète. Je suis de plus en plus vers une voix indépendante en termes de hiérarchie, quoi, de structure, en fait. Voilà. Il y a une chose qui m'était dite donc, il y a quelques années, c'était que certaines comédiennes, on leur conseillait vivement de ne pas passer à la mise en scène, parce qu'à partir de là, elles ne seraient plus jamais distribuées comme comédiennes, parce qu'elles feraient peur. Mais, tu vois, en même temps, ça c'est une voie absolue, en même temps, comment arriver à ne pas renoncer aussi à jouer des rôles qu'on aurait envie de jouer. Alors, il y a des metteuses en scène qui peut-être ne fonctionnent pas exactement pareil, c'est pas sûr, mais bon. Il y en a qui maintenant ont des directions de théâtre, donc peut-être qu'il faut commencer par elles et aller demander des rendez-vous, les rencontrer individuellement et réfléchir. Alors, elles ne sont pas toutes... Dans toutes ces autres, il y a quelques mèmes, donc il vaut mieux éviter. Mais il y a, je crois quand même, maintenant, au théâtre, il y a effectivement un certain nombre de metteuses en scène qui ont été nommées à des directions, dont j'ai l'impression, de l'extérieur, qu'elles fonctionnent un peu autrement. Mais... Et juste pour encore parler de cette... Enfin, j'y pense, mais c'est très dommage que quand on soit au plateau, on soit tout le temps renvoyé à notre image, à ce qu'on renvoie en tant que femme. Parce qu'en tout cas pour moi, je pense qu'au plateau, c'est le seul endroit au monde où je ne pense pas à mon image, où je suis complètement déconnectée de à quoi je ressemble. Là, on parle ensemble. Quelque part, il y a quand même un truc genre, non, tiens-toi un peu droite. Nanana. Au plateau, non. Au plateau, non. Et du coup, c'est un péché que de venir... détruire cette chose-là qui est quand même, enfin, que j'estime précieuse et que je pense est aussi le cas pour plusieurs comédiennes qui font ce métier parce qu'elles croient à ça et qu'elles ont envie et qu'elles ont des choses à défendre. Donc oui, il faut que on se rende compte que c'est de détruire justement quelque chose d'extrêmement intéressant et une intériorité très riche que de cantonner des femmes à des rôles et des emplois et des... enfin. Ouais. Et on en arrive à ce constat que j'ai dû faire en écrivant, c'est que sous le talent, sous l'artiste et sous le génie créateur se cache une vaste machine reproductive. Et reproductive, même pas d'une réalité. Reproductive de ce qui est dans la tête des gens qui produisent ces formes depuis des dizaines et des centaines d'années, qui ne correspondent en rien à la réalité.
Si on revient sur la question des emplois, abolis au conservatoire, par exemple l'emploi de jeune première, qui doit être jeune, belle, mince, puisque belle, mince donc belle, enfin voilà, oui, jolie. Alors blonde aux yeux bleus, là, c'est le top. Ce qui veut dire que dans la vraie vie, une femme noire et en surpoids qui a atteint 40 ans ne peut sûrement pas être amoureuse. Parce que la jeune première, évidemment, elle n'a qu'une chose à faire sur le plateau, c'est être amoureuse. On a compris. Donc, quelqu'un qui ne répond pas à cette conformation, à cette contrainte physique, ne peut pas être amoureuse. De même que, j'ai posé la question, mais enfin, un rôle tout banal de père de famille, pourquoi il ne peut pas être distribué à un acteur noir? Et le metteur en scène, je ne sais plus qui c'est, heureusement pour lui, qui m'a regardé atterrée en me disant « mais enfin, ça fait signe ». J'ai dit « parce que dans la vie, des pères de famille noirs, on n'avait jamais vu ». Voilà. Donc je crois que c'est tout ça, mais putain, il faut que ça leur entre dans la tête quand même, qu'ils sont là en train de fabriquer un monde qui n'existe pas et le refabriquer tous les jours à l'identique de ce qu'on a vu la veille sur les autres plateaux de théâtre. C'est une vaste fumisterie, c'est un enfumage total, quoi. Et tout ça sous le terme de créateur. C'est tellement évident que je me dis, mais ça va, ils vont finir par... Enfin, comment faire? Il va falloir qu'ils entendent ou qu'ils dégagent. Voilà. Alors, le dernier sujet plombant, on n'est pas obligé d'en parler. Eh ben, c'est parce que c'est le dernier sujet, mais c'est ce qui arrive en tête du petit dossier qui commence par... sur cette question des femmes et d'engagement, etc., la première démarche, c'est faire un travail de sensibilisation des publics à la question des violences sexuelles et sexistes qui s'exercent dans la société, on le sait de plus en plus parce que ça commence vraiment à se dire très fortement, la question des féminicides, à quoi on en arrive, mais la question des viols, et dont on sait depuis toujours, mais dont on sait maintenant collectivement depuis MeToo Théâtre, que c'est à l'œuvre au quotidien dans la grande famille ou la grande famille du petit monde du théâtre, et en particulier dans les écoles. Donc, je ne sais pas si vous avez envie d'aborder ce sujet, ou si on commence à partager la parole avec la salle. Tu veux Comment y aller? Donc, j'ai fait une école supérieure de théâtre. Je suis rentrée en 2016 et sortie en 2019. Et comme d'autres filles de ma promotion, j'ai subi des violences sexuelles et sexistes au sein de l'école. Conséquence. Aucune, voilà. Conséquences, si, bon, il y a eu quand même on va dire, des retombées, des rebondissements une fois qu'on était déjà sorti de l'école et que ça, finalement, grâce à MeToo Théâtre, grâce à MeToo, c'est plus possible, en fait, de ne plus réagir. C'est plus possible, j'ai l'impression, aujourd'hui, de la part des institutions, en tout cas des écoles supérieures, de faire la sourde oreille comme ça a été le cas quand c'est arrivé. Avant que ça devienne grave. Avant que ce soit perçu comme quelque chose de grave. Puisque jusqu'alors, moi-même, je ne me rendais pas compte que j'étais en train de subir des violences. Donc moi-même, j'avais du mal à l'envisager comme une violence et bien sûr, j'avais aucun interlocuteur aussi au sein de l'école. Donc, maintenant, je pense qu'on est quand même plus armés pour réaliser qu'on est en train de vivre quelque chose de violent. Et de deux, j'ai l'impression que même si les gens sont pas forcément très à l'écoute ou qu'ils sont pas forcément très empathiques, en tout cas, ils ont peur du scandale. Ce qui est super.
Et du coup, j'ai l'espoir que cette libération de la parole à ce sujet ait pour conséquence qu'à la fois on puisse se reconnaître plus facilement dans ce genre de situation et que les institutions en fait aient peur du scandale, et que moi je sais pertinemment que si ça réagit, ça a été parce que ça a été après MeToo et que maintenant c'est plus possible. En tout cas, j'ai l'espoir que ce soit plus possible de laisser passer comme ça les choses sans conséquences. Pour rebondir sur ce que tu dis, moi, pour le coup, j'enseigne dans une école supérieure et j'ai l'impression que, en fait, on découvre l'amnésie dans laquelle on a été plongé, justement parce qu'on avait cet imaginaire-là de la famille théâtrale, alors même que c'est au sein des familles que se commettent aussi la plupart des violences sexuelles. On a l'impression comme ça que la famille théâtrale, c'est une espèce de monde du bisounours où les rapports de pouvoir s'abolissent. Dans une espèce de grande danse comme ça, de la complicité. Alors qu'en fait, justement, précisément parce qu'il y a un déni des rapports de pouvoir et un déni des rapports de force, il s'exerce d'autant plus violemment. Et pour rebondir sur ce que tu dis, j'ai l'impression qu'un des gros enjeux aujourd'hui, ce serait aussi, parce que ça fait au moins 50 ans que les dites femmes, au sens social du terme, se coltinent cette question et qu'elles travaillent sur ces questions. Et je pense qu'il y a du taf à faire de l'autre côté, en fait. Vraiment, à élaborer aussi concrètement, de manière à la fois dans des contextes isolés et dans des contextes où ça peut se travailler de manière plus réunie, mais en fait à élaborer ça réellement, quoi. Parce qu'à un moment donné, c'est pas seulement aux victimes de faire le taf, c'est aussi aux personnes qui sont en situation d'oppression, déjà de réaliser ce qui est de l'ordre d'une violence, parce que la plupart du temps, ce que tu décris, c'est qu'en fait, ça n'est même pas conscientisé comme violence. C'est ça qui est le plus effarant. C'est qu'en fait, ça n'est même pas perçu, ça n'est même pas identifié par la personne en question comme étant un rapport de force, un rapport de pouvoir, voire même une violence sexiste ou sexuelle. Et qu'à un moment donné, le travail ou le chemin, il ne peut pas se faire seul. Et qu'il y a un vrai enjeu à élaborer... Voilà, aussi bien du point de vue féministe, élaborer des identités non naturalisées de femmes et réciproquement à élaborer en face des identités plurielles, non oppressives, qui seront libératrices en plus pour tous les dits hommes au sens social du terme. Et en fait, ça commence par le fait de se remonter les manches et de prendre du temps pour travailler là-dessus, quoi. Et qu'aujourd'hui, abolir... comme on le fait, les emplois de manière symbolique, c'est un geste énorme, surtout venant du CNSAD, qui est l'institution qu'on connaît. Mais j'ai l'impression qu'il faut vraiment qu'on se donne des outils concrets, en fait, pour y travailler. Et ça passe par des bons moments comme ça, mais ça passe par des moments qui s'organisent partout, en fait, tous azimuts, par tous et toutes, pour pouvoir faire en sorte d'élaborer ces relations qui seraient des relations non oppressives, y compris au sein des écoles. Parce qu'en fait, j'avais eu justement une discussion avec une des personnes de direction de l'école quand il y avait eu l'affaire Jean-Pierre Barrot, qui intervenait du coup souvent à l'ERAC. Et on m'a dit du coup, oui, bon, il est relou. C'est-à-dire, il est relou. Donc, tu sais qu'il est relou. Donc, tu es consciente que tu embauches quelqu'un de relou pour travailler avec des comédiennes de 20 ans qui arrivent dans l'école et qui ont envie en fait, de bien faire et d'être reconnues pour leur travail, qui sont en quête de légitimité. On a eu des intervenants qui n'étaient pas relous. Machin, il est pas relou. Mais bien sûr, voilà. Donc, on travaille avec les non relous alors. Enfin, on sait qu'ils sont. C'est pas très étonnant. Non. On sait qui sont les personnes en général à qui on peut faire confiance et qui sont de vrais pédagogues. Et je trouve que on le sait. Que les directeurs d'école sont quand même en mesure de faire le tri. Je voudrais juste dire pour le spectacle qu'on vient de créer, on a reçu une bourse du CNC, le Centre national cinématographique, parce qu'on a de la VR dans le spectacle.
Et en fait, j'ai été contactée quand on a reçu cet argent, parce qu'on m'a dit, voilà, si vous voulez cet argent, il faut que vous fassiez la formation égalité homme-femme. En fait, sinon, vous n'obtiendrez pas la bourse. Et au début, ça m'a vraiment saoulée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais aller faire à cette formation et pourquoi j'y vais et tout ça. Et en fait, je me suis retrouvée, c'était toute une journée, je me suis retrouvée dans une salle avec je pense qu'il y avait 40 hommes et 5 femmes, tous des producteurs de cinéma, producteurs cinéma, animation, tous au-delà de 40 ans. Et en fait, c'était une juriste qui était là et qui nous a fait une formation sur le droit juridique de qu'est-ce qui est un viol, qu'est-ce qui est un attouchement, qu'est-ce qui est des paroles déplacées, et franchement, je vous jure, j'ai appris plein de trucs. J'ai appris plein de trucs, notamment dans ce que nous, on a le droit d'aller dénoncer, d'aller dire où, comment. Et je pense que tous les mecs qui étaient là, je peux vous dire qu'ils étaient bien flippés, en fait. Parce que c'est ça, et puis d'un seul coup, ils se rendent compte qu'en fait, eux, ils sont responsables s'il se passe aussi un truc dans leur production. C'est pas eux en tant qu'hommes, mais c'est aussi qu'ils sont responsables de tous les hommes et de tous les agissements qui se passent et sur un tournage, et dans une équipe sur un plateau, et ça, c'était... Enfin, franchement, c'était douloureux pour moi d'être là-bas. J'ai passé un très mauvais moment, c'était compliqué, mais j'étais quand même hyper contente de l'avoir fait parce que, d'avoir vu ce que ça pouvait avoir comme impact. Et ça, c'était bien. Et moi, pour rebondir un peu sur ce que tu dis par rapport à la question initiale, je pense que la libération de la parole, c'est absolument pas suffisant, même s'il faut qu'elle continue, et que le vrai grand sujet, c'est la justice française, en fait, par rapport à cette question-là, par rapport au traitement des plaintes, par rapport à l'issue des procédures. Quand il y a une procédure, en fait, on est aussi dans un pays où ça peine énormément à évoluer. Alors, il y a des petites choses qui avancent. On a un âge minimum de consentement en France, encore heureux. Mais en fait, tant que les viols seront requalifiés pour passer dans des tribunaux et pas en grande instance parce qu'il y a trop de monde et qu'on désengorge les tribunaux et donc il n'y a pas de procédure, en fait, ce sera vain parce qu'en fait, c'est toujours la sanction qui va dompter, apprivoiser des comportements d'agresseurs. Et tant que les sanctions ne sont pas appliquées, on va quand même un peu pédaler dans la semoule, quoi, je crois. Absolument, mais ça peut il y a une première étape de règlement qui est la famille théâtrale. Parce que ce qui a dû être appris dans cette formation, c'est l'obligation du producteur ou du directeur d'une institution de mettre à pied toute personne accusée d'actes non appropriés, ou enfin avec toute la gradation. Donc si déjà ça s'était mis en œuvre, la justice c'est un second temps. Mais déjà, le ménage peut se faire à l'intérieur des institutions. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, moi, j'ai appris, par exemple, que c'était possible pas de virer, mais en tout cas de dire à quelqu'un, là, tu viens plus travailler, parce qu'en fait, il se passe ça, et qu'il faut d'abord qu'on règle ce problème-là, et ensuite, tu pourras revenir travailler. Mais en fait, ça veut dire qu'on peut, par exemple, et c'est pas arrêter un tournage, mais c'est juste retirer quelqu'un de ce tournage. Et c'est là qu'on voit tout le problème d'avoir eu un quinquennat qui a fait quand même grande cause nationale le fait de régler les inégalités hommes-femmes et qui maintient Gérald Darmanin qui en poste. Enfin, ça raconte quand même aussi toute l'hypocrisie en fait qui est à l'œuvre au niveau du gouvernement. En fait, c'est que d'un côté, on va mettre en avant le fait de réparer les inégalités hommes-femmes ou les inégalités de genre parce que c'est une cause qui marche bien en fait. Enfin, c'est une cause qui plaît. On peut vendre plein de trucs avec du camembert, des théâtres, plein de trucs. Et en parallèle de ça, en réalité, ce qui est mis en œuvre, c'est l'humiliation en fait, des personnes qui ont subi des violences, y compris d'un point de vue juridique.
Oui. Alors, ça me donne l'occasion, et après, on va ouvrir la parole. Donc, je vous donne quelques minutes là pour y penser. Sur le fait, parce qu'on me demande souvent, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, effectivement, il y a ce niveau politique au plus haut niveau de l'État, mais aussi des collectivités territoriales, dont certaines, je crois, ont une vraie politique. Au niveau de l'État, il y a un affichage politique. Mais l'affichage politique, ce n'est pas inutile non plus, parce que ça permet qu'au sein du ministère de la Culture, par exemple, quelqu'un comme Agnès Sall, haute fonctionnaire à l'égalité et à la diversité, même si le terme n'est pas très bien choisi, écrit chaque année une feuille de route, tire des bilans, dit chaque année le constat reste sévère et fait des préconisations. Après, ces préconisations, est-ce que nos institutions et les différents bureaux au sein même du ministère de la Culture s'en emparent ou non? Parce qu'il y a aussi un gros travail à faire sur la manière dont les femmes sont accueillies dans les bureaux des DRAC, comment leurs dossiers sont traités. Donc ça, c'est un chantier moi, que je voudrais essayer de lancer. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des institutions du spectacle vivant, où là aussi, on peut s'emparer de ces préconisations ou pas. Donc, quand on est à l'intérieur, comment on met la direction en questionnement sur alors qu'est-ce que vous faites? Et c'est très compliqué. Moi, des écoles d'art où une enseignante essaye de lancer un travail pour la mise en place de ces chartes et qui se fait blackbouler, et de manière très complexe, à la fois par des enseignants qui ne veulent pas en entendre parler et par des élèves qui disent « Ah, mais ça vient du ministère de la Culture, on n'en veut pas ». Il doit y avoir un vice là-dedans. C'est très compliqué ce qui se passe dans les écoles d'art en ce moment. Donc il y a la nécessité d'une mobilisation de tout le secteur. Et puis il y a la mobilisation citoyenne, collective. Il y a des associations qui se sont créées dès l'écriture de mon premier rapport, notamment HF, mais maintenant il y en a partout. Il y a Décoloniser les arts qui me paraît battre un peu de l'aile, mais il y en a dans le domaine du cinéma, etc. Et puis il y a les prises de parole, les mouvements plus informels, comme l'était la Barbe au début. Et je crois vraiment qu'il faut reprendre ces idées d'activisme qui venaient d'Act Up. Et donc, comme eux, le MeToo Théâtre, qui se réunit sur la place du Palais Royal et qui profère des paroles absolument importantes. Je vous signale d'ailleurs que tous ces textes vont être édités chez Libertalia et ça devrait sortir au mois de juin. Et puis, les paroles individuelles qui comptent aussi, comme celle d'Adèle Haenel, comme le livre de Vanessa Springora, et tout ça doit aller dans le même sens. Mais c'est une vigilance de chaque instant pour ne plus accepter rien de ces mini-gestes ou paroles quotidiennes qui construisent la possibilité de viol et d'assassinat. Eh bien, oui. Pardon, Oui, je suis désolée, je vais juste y aller, moi, parce qu'il faut qu'on... Merci. Merci. Oui, merci beaucoup pour toutes ces interventions. J'aurais beaucoup de rebonds, mais je vais en faire qu'un seul. Je voudrais prendre la parole. Donc, je suis Vanessa Ikanfo-Mala. Je voudrais prendre la parole en tant que personne non binaire et non blanche. Je ne suis pas la seule personne non binaire et je ne suis pas la seule personne non blanche dans la salle. Et je pense que c'est important que cette parole soit représentée aussi. C'est juste un petit point de vigilance, je trouve. Alors, en fait, je voulais commencer par remercier toutes les personnes qui sont nommées. Parce que je trouve que nommer les agresseurs, mais plus encore nommer les victimes, c'est leur rendre des formes de visibilité qui sont très importantes. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'on a un travail rhétorique à faire toutes et tous sur l'extension contemporaine de l'ami noir, qui est la personne noire, lesbienne, handicapée. Ces personnes existent, elles existent, et donc il faut leur donner un nom, parce que sinon on construit de nouveau des chimères qui deviennent en fait des formes de repoussoir ou des formes où ça donne des formes de dérision à l'existence de ces personnes qui sont réelles. Je voudrais par exemple mentionner quelqu'un comme Rebecca Chaillon, qui est une femme noire, lesbienne en surpoids, qui en parle dans ses spectacles. Je pense que c'est plus important de donner de la réalité à ces personnes en les nommant que de construire des figures chimériques en fait, qui en fait contribuent aussi à des formes d'invisibilisation ou de déréalisation de nos existences réelles. Oui. Voilà. Ben, ça me donne l'occasion de citer quelqu'un, et depuis un moment, j'ai envie de la citer. Je parlais de cette rencontre où j'étais invitée par Jeanne Champagne. Il y a une autre comédienne qui était là, qui s'appelle Sabine Pacora,
que Jeanne avait découverte grâce à sa contribution dans ce livre « Noir n'est pas mon métier ». Et Sabine, donc, qui était invitée à lire des extraits de mon texte et à témoigner. Et Sabine est noire, ça se voit pour le coup. Moi, je ne vois pas toujours quand les gens sont noirs, c'est bien plus compliqué que ça, mais bon, ça se voit. Et elle est effectivement très, très ronde, très, très. Et elle expliquait que, ben oui, elle avait fini par faire ce que tu fais, c'est-à-dire écrire un spectacle, faire d'abord appel à un metteur en scène, qu'elle a fini par écarter, parce qu'il allait lui dire ce que devait être son spectacle qu'elle avait écrit, donc voilà, et qu'elle se met en scène et qu'elle joue. Et nous sommes allés voir son spectacle qui était programmé que 5 fois au Théâtre de la Reine Blanche, et dont on espère qu'il trouvera une place à Avignon. En tout cas, on espère qu'il pourra vraiment circuler parce que c'est un spectacle d'une force, d'une théâtralité, d'une exigence formidable, qui s'intitule « L'Afrique ». Et oui, c'est un récit à partir de son histoire, c'est extrêmement drôle, c'est puissant, c'est un magnifique spectacle qui devrait être vu partout. Elle s'appelle Sabine Pacora, et merci de m'avoir donné l'occasion de le dire, puisque je n'ai pas encore arrivé à la placer. Voilà. Mais il y en a plein d'autres. Merci beaucoup. Moi aussi, je vous remercie énormément pour tout ce que vous avez dit. J'aurais envie de dire encore énormément de choses. Et juste pareil pour nommer une metteuse en scène qui n'est pas là maintenant parce que son spectacle était en train de jouer, c'est Marion Cadeau qui mettait en scène, enfin qui met en scène Folle. Et voilà pour le coup une autrice metteuse en scène de ma génération qui prend la place pour écrire un conte, une écriture très poétique, et une femme qui écrit pour parler d'un sujet qui l'inspire et qui n'est pas forcément un sujet de femme. Donc voilà, là elle n'est pas là pour parler de son expérience parce que le spectacle joue, mais voilà. Et après j'aurais effectivement énormément de choses à dire, enfin tout ce qu'on a dit sur notamment sur le théâtre, sur la place des comédiennes, sur l'assignation à être dans un emploi qui en fait se fait dans le théâtre, puisque voilà, c'est la représentation du monde, mais c'est la société en fait, c'est pas que les comédiennes, c'est les femmes, c'est la place auquel on est assigné. Donc évidemment là on parle du théâtre, mais voilà, pour moi c'est important de dire que c'est pas juste une bulle et que c'est la société. Bonjour. Comme tout le monde, je pense ici, il y a énormément de choses que j'aimerais vous dire. Je vais essayer d'organiser l'idée principale. Déjà, encore une fois, merci beaucoup pour cet espace. Ces espaces me produisent à la fois beaucoup de bien-être, parce qu'on se reconnaît comme écosystème. Il y a de la force d'être ensemble, de parler de tout ça. Et comme à chaque fois, ça fout aussi la rage, parce que on est entre nous à parler de ça. Et je voulais revenir à la genèse de la question de cette rencontre, qui était le théâtre art et engagement, le théâtre des femmes. Est-il par essence politique ? Et en vous écoutant au début de cette conversation, je trouve ça vraiment dommage que le terme politique, le mot politique, quand il nous est attribué, devienne quelque chose d'aussi non, ce que je fais, c'est pas politique. Anna, tu l'as très bien dit, toi tu l'interprètes comme un truc de gna gna gna. Les meufs on est relous, les non-binaires on est relous, parce qu'on est tout le temps en train de se plaindre, et être politique c'est être chiant. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que je trouve que être
être vivante en tant que corps socialement reconnu comme féminin, c'est être politique. Et tout ce qui nous incombe est énorme en tant que créatrice, en tant que femme dans la société. Il nous incombe de nous déconstruire, il nous incombe de nous reconnaître comme oppressés, il nous incombe d'en parler aux autres pour qu'ils comprennent aussi. Et malgré tout ça, on avance et on avance hyper fort ensemble. Et donc, voilà, je trouvais ça dommage que le terme politique ait une connotation aussi négative dans ce contexte-là, tellement négative qu'on a envie de s'en détacher. Et pour moi, c'est le théâtre... oh mince, j'arrive pas à me souvenir comment c'est écrit. Le théâtre fait par des femmes ? Le théâtre des femmes. Le théâtre des femmes est-il par essence politique ? Oui, et donc par rapport au côté vraiment positif de se retrouver dans ces espaces, de se reconnaître, encore une fois, de créer ces écosystèmes de résistance, j'ai juste envie de dire qu'on avance, nous, en tant qu'écosystème, à pas de géante. Et quand est-ce qu'on va nous rattraper, quoi ? De la part des institutions, de la part des personnes qui ont le pouvoir de vraiment agir au niveau des méthodes de production, au niveau... Quand est-ce que vous allez nous rattraper ? Parce que nous, on avance. Et on avance à pas de géante. Voilà, Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci déjà pour ces réflexions, ces échanges. Donc je voudrais dire 3 choses en fait. 2 choses en tant que directeur de Centre Dramatique National et une chose en tant qu'artiste. Je me déplace parce que depuis tout à l'heure, j'arrive pas à vous voir toutes les 3, c'est fatigué. Comme directeur de Centre Dramatique, déjà je voulais dire qu'il y a des petits pas et des petites avancées, en l'occurrence l'association des centres dramatiques nationaux, donc les 38 centres dramatiques nationaux, ont confié, je crois qu'elles sont 18 directrices, la charge de rédiger une charte d'égalité homme-femme, de répartition des moyens de production, des moyens de diffusion, des jauges, toutes ces questions qui se posent là maintenant sont encadrées par une charte que les 38 ont signée sur proposition des 18 directrices. Donc c'est une bonne chose, c'est des petits pas, c'est des petites choses qui ne sont pas seulement symboliques, qui sont assez concrètes, en tout cas qui ont des répercussions très concrètes. La deuxième chose, en tant que directeur, c'est la question qui se posait sur le fait, c'est Julie, je crois, qui parlait du fait de pirater, ce dont on parlait ce matin. Non, d'ailleurs, elle ne parlait pas du fait de pirater, elle disait le fait de détourner l'argent de l'institution pour les marges, et c'est moi ce matin qui disais, mais effectivement, moi je suis pour la piraterie. Il faut, je pense que les institutions sont là, effectivement c'est des cadres, ces cadres sont faits pour être tout le temps remis en cause, tout le temps bousculés, sinon ils dépérissent. Donc il faut qu'il y ait tout le temps, effectivement, de la remise en cause et du mouvement et de la polémique, voire de la friction. Vraiment, je crois ça... en tant que directeur depuis 8 ans, mais pas pour toute ma vie, et donc dans 2 ans, je reviendrai à ce qui ne m'a pas quitté, mais qui sera l'essentiel de mon activité, c'est-à-dire une activité artistique. Et là, pour le coup, parce que c'est une question qui m'agite beaucoup, et les gens avec qui je travaille, il y en a quelques-uns ici le savent, c'est la question de qu'est-ce qu'on fait des récits ? Comment on s'empare des récits, et en particulier des récits classiques, puisqu'il était question de ça tout à l'heure. Et ce que tu as dit, Anna-Maria, m'a beaucoup troublé, parce que tu disais, moi je serais prêt à m'investir comme interprète et pas comme metteur en scène, parce que je ne me sens pas légitime. Il me semble que c'est ce que tu as dit. Et Julie parlait du fait que c'est possible. Et pourquoi tu ne te sens pas légitime au fait de t'emparer de récits classiques ? Je dis ça parce que, effectivement, c'est une question que je me pose, en tant qu'homme,
qu'est-ce qu'on fait de ces textes-là. En fait, il y a deux choix qui peuvent être très radicaux. C'est on ne les monte plus, on arrête de monter des textes écrits avant, je ne sais pas quelle date il faudrait donner, ou bien on s'y coltine, et qu'est-ce qu'on en fait? Comment on arrive à partir de cette littérature, disons, et j'emploie ce mot-là parce que c'est vrai que peut-être parce que je viens d'une génération aussi qui a été formée à une attention au texte très grande. Pour moi, c'est quelque chose qui compte dans ma constitution d'artiste. J'ai du mal à y renoncer et j'ai du mal à les monter telles quelles. Quand j'ai monté l'île des esclaves récemment, je n'ai pas réussi à la monter autrement qu'en faisant un épilogue et un prologue pour arriver à dire autre chose de cette île des esclaves, en tout cas de renvoyer Marivaux à des paroles de jeunes actrices et acteurs avec lesquels je travaillais. Bon voilà, c'est une question que je me pose et que je vous poserai volontiers. Alors pourquoi je ne me sens pas légitime? Est-ce que je peux te retourner la question? Comment tu fais pour te sentir légitime? Qu'est-ce qui fait que tu te dis, allez, je prends cette œuvre et j'en fais mienne et je vais. Comment, qu'est-ce qui existe chez toi qui fait que tu te dis, allez, je peux le faire? Oui, je pense que du coup, c'est pas une question de légitimité, c'est une question d'engagement, peut-être de nécessité pour moi de me dire, je veux pas laisser tomber. Donc, à partir de là, qu'est-ce que je fais? Comment je mets les mains dans le cambouis? Comment c'est possible? Comment je le rends possible? Alors, moi, je voudrais dire quelque chose. D'abord, Jacques Vinçay, il est légitime, il est né légitime, et sa légitimité a été confirmée par tout le réseau de personnes tout aussi légitimes que lui, qui lui ont mis le pied à l'étrier, l'ont accompagné et ont fait que spectacle après spectacle, candidature, etc., il est nommé. Et ça, il n'y peut rien. C'est comme ça. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il peut donner sa légitimité à une jeune femme qui ne se sent pas légitime pour monter un de ces textes qu'elle aime tant. Parce que la légitimité, c'est comme ça qu'elle se crée. Surtout quand on ne l'a pas en naissant, et toute l'éducation fait qu'on ne se la reconnaît pas. À un moment, il y a quelqu'un qui doit te dire oui. Et d'ailleurs, je te passe comment? Oui, parce qu'en fait, si tu veux, je crois que le sentiment de non-légitimité, il est très extérieur. C'est-à-dire qu'au fond de moi, vraiment au fond, je me sens capable. Je sais que j'ai des choses à dire. Et je sais que j'ai des choses à dire à plein de gens. Et j'ai envie de les dire. Donc, au fond de moi, je me trouve quand même assez prête et assez mature pour monter des textes ou pour me mettre au travail. Et je sais que, je sais pas, c'est bête, mais quand j'ai des doutes vraiment, je me dis, mes parents seraient fiers de moi. Et c'est ça qui m'aide parce que, et en fait, c'est de me rappeler, en fait, c'est ça, les seules personnes au monde qui me font entièrement confiance. Moi, j'ai pas, au-delà de mes parents, il y a personne derrière moi, j'ai pas un gros producteur derrière qui est là à me donner plein d'argent parce qu'il trouve que c'est génial ce que je fais. Donc, au fond, je sais que je peux faire des choses géniales. Je le sais intimement. Mais ce manque de légitimité, il est là parce que elle ne me l'est pas accordé, à part par mes parents. Et donc, voilà, c'est pourquoi je ne me sens pas légitime, parce qu'on ne me donne pas la légitimité. Mais au fond, je me fais confiance. Et après, du point de vue de
enseigner des textes du répertoire. Et je trouve ça intéressant de partir de ce que tu pouvais nommer, c'est-à-dire comment est-ce qu'à un moment donné on appréhende un texte aussi historiquement, en le replaçant dans son contexte, et comment par les outils du théâtre, par les outils de l'écriture, par les outils de la distribution, de la mise en scène, ce que tu racontais avec l'île des esclaves de Marivaux, on arrive à faire saillir ce qui est de l'ordre aussi d'un dispositif de pouvoir en fait, ou d'une construction culturelle, historique, qui à un moment donné a favorisé tel ou tel imaginaire, tel ou tel récit, telle ou telle pensée du corps, de la famille, de la société. Et donc moi j'aurais tendance, du point de vue de la dramaturgie de l'écriture, à avoir envie plutôt d'entrer en résonance avec ces textes, aussi parce que moi je me sens complexe, c'est-à-dire qu'il y a des textes que je vais adorer, et en même temps je vais me dire putain il est tellement homophobe, il est horriblement sexiste, mais il y a quelque chose dans la langue qui va venir me frapper ou me percuter. Et donc qu'est-ce que je fais de cette complexité-là ? À quel moment est-ce que je décide de lui faire une place et comment je la travaille dans l'écriture ou dans un travail de mise en scène, ou est-ce que dans d'autres contextes qui peuvent être plus offensifs, je vais dire j'abolis cette question. Personnellement, j'ai plutôt tendance à me dire je préfère faire avec ça, c'est-à-dire on vient de tout ça. On vient de cette histoire coloniale, on vient de cette histoire patriarcale, qu'est-ce qu'on en fait et comment on la met au jour? Je trouve ça juste que justement de le traiter, qu'on décide de le monter ou pas, mais de le traiter, de pas faire genre ça a été écrit au 17e, c'est bon, on a compris, c'était différent. Non, si on le monte là maintenant, on le traite en tenant compte de ce qu'on est, dans quel contexte qu'on le fait, et je trouve que je pense que c'est ça, c'est l'essentiel, c'est de le traiter, qu'on le fasse ou qu'on décide d'être plus radical et de dire non, stop, que si on décide de le faire jusqu'au bout, et d'assumer jusqu'au bout qu'on le monte et comment, et de traiter et d'y réfléchir et de s'associer à des personnes qui vont être là pour dire ça il faut le traiter, ça il faut le traiter. Parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire des fois on le voit pas forcément dans ces œuvres, ces choses-là, certaines nous sautent plus ou moins aux yeux que d'autres, mais voilà, que ce soit traité, que ça existe. Et puis, je vais vous donner la parole juste, mais je voudrais rappeler quand même l'autre moitié du répertoire classique complètement ignoré. Comment il n'y a pas une curiosité depuis 2006, le premier volume, pourquoi on n'est pas allé voir ce que c'était? Des textes qui ont été au répertoire du français, qui ont été joués, qui ont été mis en scène, qui ont fait les grandes heures de la comédie française, et qu'on a éliminé d'une histoire qu'on a construite, qu'on a écrite d'une manière très particulière en éliminant la moitié. Donc je crois que ce sujet-là, il est à mettre dans la liste, peut-être en tête, je ne sais pas. Oui, une demande de parole. Par rapport aux remarques sur la légitimité, ça me fait écho à plein d'autres débats ou conférences débats où ce qui ressort généralement, c'est que majoritairement c'est les femmes qui se posent la question « est-ce que je suis légitime ? Est-ce que je suis capable ?» alors que généralement les hommes ne se posent pas la question, en tout cas ils y vont parce que ils veulent y aller, ils y vont, on se demande, et que ce soit en politique, que ce soit dans l'entreprise pour postuler un poste en responsabilité, que ce soit pour la prise de parole dans un débat, que ce soit pour rentrer dans le conseil d'administration. Les femmes, systématiquement, se posent la question « est-ce que je vais être capable ? Est-ce que je suis légitime ?» Effectivement, arrêtons de nous dire, ou disons comme vous disiez madame, au fond de moi je sais que je suis capable, j'y vais, je postule, je demande et j'essaye d'arrêter de me poser ces questions-là. Et j'avais une question autrement, j'ai vu qu'il y avait un enregistrement vidéo de cette table ronde et débat, et ma question c'était, dans quel type d'endroit, de lieu ou de public va être diffusé cet enregistrement de cette séance? Parce que je me dis que ce qui a été dit là, ça me paraît important que ce soit entendu et par des hommes, parce que comme pour tous les débats, tables rondes, conférences sur l'égalité femmes-hommes,
il y a une très petite minorité d'hommes donc, qui se sentent très peu concernés par cette question apparemment de l'égalité femmes-hommes. Et donc, dans quelle mesure ce type d'enregistrement peut être utilisé pour faire entendre ces choses-là, puisque la majorité des hommes ne venant pas les écouter, comment est-ce qu'on peut leur faire entendre ce qui a pu être dit aujourd'hui ou à d'autres moments? Alors, moi, depuis la sortie de mon livre, j'ai fait je ne sais plus combien de podcasts à l'invitation de différents organismes. Je pense que les hommes qui ne sont pas là aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils sont en train d'écouter les podcasts en différé, mais peut-être sur la question pratique, qu'est-ce qui va advenir de cet enregistrement, les organisatrices peuvent répondre. Ça sera partagé à notre public après le festival, sur les réseaux sociaux et après, si vous avez des propositions, bien sûr, à l'écoute de bonnes idées. Depuis tout à l'heure, j'hésite à dire une chose qui peut paraître, que je vais dire de manière un peu violente, mais je crois qu'à un moment, je parlais d'activisme. Je crois que, je ne sais pas si on n'a pas toujours le courage de les proférer, mais déjà les penser, ça aide. Tout à l'heure, il a été en 2 temps dit 2 choses. Je ne suis pas distribuée parce que je ne corresponds pas aux critères de l'emploi, donc je n'ai pas de boulot parce que je ne corresponds à aucun critère. Néanmoins, il a été dit à un autre moment, j'ai été victime de violences sexuelles et sexistes. Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas dire mais je ne comprends pas pourquoi je ne corresponds pas à l'emploi de la jeune première, qui est un emploi d'objet du désir, alors qu'il m'a été prouvé que j'étais un objet de désir. D'un désir qui n'en est pas un, qui est une violence, mais néanmoins. Je me demande, moi c'est des idées à entendre les choses, ça me fait venir comme ça des réflexions que je crois important de partager parce que ça peut peut-être déclencher des choses. Merci vraiment, peut-être on va arrêter. Merci pour tous ces témoignages, pour cet échange. Je crois qu'on en sort plus forte, toutes et tous. Merci beaucoup.